Bonjour à tous, donc, je suis Mehdi Barchouchi, je travaille chez BNP Paribas Personal Finance à la direction des risques France où je suis responsable de l'innovation sur l'usage des données et des outils pour la gestion du risque de crédit et la lutte contre la fraude. Et je suis accompagné pour cette session d'Edouard Tabary et Nicolas Rouillère que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, Edouard Tabary, je travaille également au sein de BNP Paribas Personal Finance et je suis responsable d'une équipe Data Science au sein du centre de scoring. Bonjour, Nicolas Rouillère, j'interviens en tant qu'ingénieur avant-vente chez Neo4j et j'ai eu la chance d'accompagner BNP au début de ce projet de détection de fraude. Donc, comme l'a dit Nicolas, nous allons vous présenter un projet que nous avons mené avec Neo4j pour renforcer nos moyens de lutte contre la fraude, en particulier la fraude digitale. Donc, pour vous donner un peu de contexte sur la détection de fraude dans le domaine du crédit, en particulier au moment de l'octroi d'une demande de crédit, un peu comme dans d'autres domaines, il faut que cette détection qui se fait au moment de l'instruction de la demande soit le plus automatisée possible. Pour ça, elle s'appuie souvent sur des blacklists, des règles de vélocité qui vont pouvoir mesurer à quelle vitesse des infos reviennent dans des dossiers qui se présentent à nous. Et elle peut aussi utiliser des modèles de type scoring pour détecter d'éventuelles fraudes. Donc, en parallèle de cette automatisation, il faut aussi que cette détection ne nuise pas à l'expérience client et que du coup, ce système de détection soit le moins lourd possible pour le client. C'est-à-dire qu'il faut éviter le plus possible de demander des informations additionnelles au client ou des documents complémentaires. Évidemment, ces informations seraient de nature à nous aider à mieux détecter, mais elles pénaliseraient l'expérience client, en particulier pour les clients légitimes qui se retrouvent dans un process plus long alors qu'ils n'ont rien à se reprocher. Pour ce qui est des crédits affectés, donc soit sur lieu de vente, soit sur les sites de e-commerce, il est important, voire crucial, que la détection se fasse en temps réel parce que le client doit pouvoir repartir avec sa marchandise après son passage en caisse ou être informé très rapidement que ses achats vont être envoyés dans la foulée de sa souscription. Donc il n'est pas question de réétudier le dossier ultérieurement et de retarder la décision. Donc cette détection de fraude, c'est un peu un jeu de chat et la souris dans lequel les fraudeurs tentent de trouver les failles du système pour mieux les contourner, mais dans cette recherche, on va dire, constante des failles du système, elles laissent des traces qu'on peut exploiter pour renforcer à notre tour le système jusqu'à la prochaine étape où les fraudeurs tenteront à nouveau de forcer le passage. Et donc cette amélioration du système de détection, il se base majoritairement sur l'utilisation plus intensive des données déjà à notre disposition ou d'autres sources de données auxquelles on est susceptible d'accéder. Donc, pour ce projet, nous avons travaillé sur un cas d'usage bien particulier. Donc, on a travaillé sur un produit qui consiste à proposer une option de paiement fractionné en 3 ou 4 mensualités pour des achats allant jusqu'à 3 000 € qui seraient payés avec la carte bancaire personnelle du client et qui est disponible dans plus de 150 marchands qui couvrent différents secteurs d'activité comme le high-tech, les meubles, les voyages, la mode et bien d'autres. Donc le process est vraiment très, très simplifié. Il consiste en un formulaire de souscription très réduit à quelques informations que le client doit remplir et il donne lieu à une décision directe d'acceptation ou de refus pour le client qui est tout de suite informé si sa demande est acceptée. Donc le process est 100% digital, sans aucun document complémentaire à fournir. Donc, il suffit juste d'avoir un ordinateur ou un device mobile, une carte bancaire, et on peut souscrire très rapidement lorsqu'on valide son panier sur un site de e-commerce. Donc le projet, il consistait à faire baisser la fraude en mettant en œuvre un score de détection de fraude qui serait calculé en temps réel avec 2 conditions importantes que sont un impact limité sur la production, donc pour couper le moins de production possible, c'est-à-dire qu'il fallait que le score soit le plus performant possible, et tout en restant sur une expérience client très fluide, c'est-à-dire sans demander aucune information additionnelle au client, autre que celle qu'on collectait déjà dans le formulaire de souscription jusqu'à maintenant. Donc, comme je l'ai dit, renforcer notre système de détection de fraude, ça passe par une utilisation plus intensive des données.
Et parmi les données qu'on n'utilisait sans doute pas assez, il y a toutes les données qui correspondent aux connexions qui peuvent exister entre les dossiers. Et on va voir que ces connexions, elles peuvent avoir beaucoup de valeur, mais elles peuvent être difficiles à mettre en œuvre, et en particulier en temps réel, pour prendre des décisions d'octroi ou de refus. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un exemple assez simplifié de dossiers qui sont liés par différentes informations qui peuvent constituer l'identité d'un individu, un nom, un email, un numéro de carte bancaire, un numéro de téléphone. Et on peut distinguer deux types de connexions, des connexions directes et des connexions indirectes. Aujourd'hui, les fraudeurs sont plutôt au fait et jouent suffisamment avec notre système pour trouver les moyens de contourner nos systèmes de détection qui utilisent majoritairement les connexions directes. Donc une connexion directe, c'est le cas où deux demandes partagent une ou plusieurs informations, comme le numéro de téléphone, ou l'adresse email, ou tout simplement l'identité, alors le nom, le prénom et la date de naissance éventuellement, ou le numéro de la carte bancaire qui est utilisé dans la transaction. Donc on voit que nos 4 dossiers ABCD sont liés 2 à 2 par une information, mais on ne voit pas plus. À ce niveau, on ne voit pas de liaison au-delà de ces liens 2 à 2. Et on a ensuite les connexions indirectes, qui correspondent au cas où lorsque deux demandes qui n'ont rien en commun partagent en réalité chacun une information avec un troisième dossier qui permet d'établir une connexion finalement entre les 3 dossiers. Et dans le schéma qu'on a sous les yeux, vous pouvez voir qu'en fait, les dossiers A, B, C et D sont tous interconnectés. Il existe un chemin qui mène de A à D, qui n'apparaît pas de façon évidente, même si A et D n'ont rien en commun sur les informations fournies dans le dossier, et même B et D qui ont des informations en commun. Ce qu'on peut voir, c'est que on peut calculer une sorte de distance qui constitue le chemin d'un dossier à un autre. On voit que le chemin de B à D nécessite 3 sauts, le chemin de B à C en nécessite 2. Et donc, dans le cadre d'une expérimentation, on a pu montrer que ces connexions indirectes avaient de la valeur pour la détection de la fraude. Et donc, l'étape suivante, c'était de pouvoir implémenter un système qui exploiterait en temps réel ces connexions. Donc, notre système d'information, comme beaucoup de systèmes d'information dans les banques et les organismes de crédit, est basé sur des systèmes de base de données relationnelles qui est adapté pour checker des blacklists ou calculer des règles de vélocité en temps réel, mais qui n'est pas vraiment adapté pour gérer efficacement et rapidement des connexions multiples entre les lignes d'une base qui contiendrait toutes les demandes de crédit. Et si on doit, par exemple, interroger notre système d'info avec une requête SQL, en fait, la complexité de la requête et le temps de réponse de cette requête, il va augmenter de façon exponentielle en fonction de 3 critères. Le premier, c'est le nombre de points de connexion possibles. On peut être lié par l'identité, on peut être lié par le numéro de téléphone, par l'adresse mail, on peut être lié par d'autres éléments. La profondeur des connexions qu'on veut mettre en évidence. Donc, si on veut trouver les dossiers connectés à 2 sauts ou 3 sauts ou plus, ça va demander d'écrire une requête beaucoup plus complexe. Et troisième point, la taille de la base de données sur laquelle on va lancer la requête. Du coup, lancer toutes ces jointures à une profondeur très importante va faire exploser le temps de traitement qui n'est pas du tout compatible avec un usage temps réel. Et donc, il nous fallait une alternative pour gérer l'usage de ces données connectées en temps réel et pouvoir en tirer profit dans la détection de la fraude. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Edouard qui va vous parler du projet et de sa mise en œuvre technique et concrète avec l'appui de Neo4j. Merci beaucoup, Mehdi. Donc, en effet, je vais essayer de vous détailler de manière un peu plus opérationnelle ce qui a été mis en œuvre. Donc, vous pouvez le voir sur ce slide, et Mehdi l'expliquait juste avant. Ce qui se passait avant, c'est qu'on collectait auprès de notre client un certain nombre d'informations, mais finalement en faible nombre. Et c'est des informations qu'on contrôle peu. Donc, par exemple, le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de téléphone, et puis on a un système de règles et de blacklist qui est en place. Néanmoins, il suffit que le client change une lettre ou deux dans son nom et puis il peut très facilement
et échapper à ces systèmes de blacklist. Donc, on avait quelque chose qui était assez inefficient. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a rajouté à ce dispositif une nouvelle brique avec une base de données graph et un modèle de machine learning qui nous permet d'être beaucoup plus efficient dans la lutte contre la fraude. C'est ce que je vais vous présenter plus en détail. Par rapport au modèle de données, c'est ce qu'on va voir maintenant. On est passé d'une base relationnelle, donc avec pour chaque ligne un nouveau client, donc on a un ID, un nom de famille, un prénom, toutes les informations dont je parlais précédemment. Donc on est passé de cette représentation de la donnée à une représentation en base graph. Donc ce qui change, c'est que maintenant on a des nœuds, des arêtes. Chaque nœud correspond à une demande de financement. La couleur du nœud va nous informer par rapport à la nature de cette demande. Donc on peut avoir en vert des demandes qui provenaient de bons clients, donc des clients qui ont remboursé leur crédit. En rouge, des fraudeurs, donc des personnes qui n'ont jamais remboursé. Et puis, on a encore deux types de couleurs. Donc, en gris, c'est les personnes qu'on a refusées, les demandes qu'on a refusées. Et en jaune, c'est des demandes dont on n'a pas encore observé la nature parce qu'elle a été faite très récemment. On ne sait pas encore si le client paye ou ne paye pas. Et donc, le dernier élément qu'on voit ici dans ce schéma, c'est les flèches qu'il y a entre deux demandes. Et donc, s'il existe une flèche, ça veut dire qu'on pense que les deux demandes sont liées à la même personne ou au même groupe de personnes. Alors, on pense que, étant donné qu'elles partagent, par exemple, la même adresse IP, le même mail, le même numéro de téléphone, on pense qu'il y a une raison légitime de connecter ces deux personnes. Et voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a représenté la donnée sous la forme d'un graphe, il faut arriver à utiliser ce graphe et extraire des marqueurs de risque, des éléments qui vont nous permettre de prédire la fraude. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en temps réel, lorsqu'une demande arrive, donc ici c'est le cercle bleu, on a une nouvelle demande de financement qui arrive, on l'insère dans la base graph, on regarde à qui cette demande est connectée. Donc là, on voit que cette nouvelle demande, elle est connectée à 6 demandes. Et on va essayer, maintenant qu'on connaît le réseau ou le graphe pour cette nouvelle demande, on va essayer de prédire le risque. Évidemment, le fait d'être connecté de manière directe ou indirecte à un fraudeur va être un signal négatif que nous, on va exploiter dans notre prise de décision. Je vais rentrer un peu plus dans le détail dans le slide suivant sur ce qu'on fait, mais on précise simplement ici qu'on fait ça sur 2 horizons de temps différents pour capter la dimension temporelle. Donc maintenant, 2 exemples un peu plus précis pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, la première chose qu'on peut regarder, c'est la taille du réseau auquel on est rattaché. Donc, si on a une nouvelle demande qui arrive et qu'elle est rattachée à 10 demandes, c'est beaucoup plus risqué qu'une demande qui arrive toute seule, qui n'est rattachée à personne. Pourquoi? Parce que les fraudeurs agissent souvent en réseau, qui font une multitude de demandes, et on voit qu'on a une relation qui est très marquée entre la taille du réseau et la probabilité d'être fraudeur. Et le deuxième exemple, c'est celui que j'évoquais précédemment, mais ici de manière chiffrée. Donc, si une demande arrive et qu'on n'a aucune information sur cette demande, elle n'est connectée à personne, on peut penser que la probabilité que cette demande soit frauduleuse est de l'ordre de 2%. C'est des pertes qu'on subit sur ce produit. Alors que si cette demande arrive et qu'on sait qu'elle est connectée à un fraudeur de manière directe ou indirecte, comme je disais, c'est un signal très négatif et c'est quelque chose qu'on constate puisque empiriquement, la probabilité que cette demande soit une demande frauduleuse est de l'ordre de 25%. Donc là, on voit qu'on a un ratio de 1 à 10. Et que la différence, c'est qu'on a apporté de l'information avec la base graph sur les connexions qui existent entre la demande qu'on étudie et notre historique. Donc, on a vu qu'on avait d'une part une nouvelle manière de représenter la donnée. Grâce à ces représentations, on arrive à extraire des informations qui nous aident à prédire le risque. Donc maintenant, on va se servir de tout ça dans un processus de modélisation. C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà. Donc, on part du formulaire, des informations qu'on collecte auprès du client. On enrichit cette donnée en utilisant, on a vu avec Neo4j, des connexions avec d'autres demandes. Voilà, on essaie de créer des marqueurs de risque, comme on disait. On peut croiser ça aussi avec des données externes. Et donc, on passe d'une vingtaine de données à plus de 300. Ensuite, on sélectionne celles qui sont les plus pertinentes pour prédire le risque.
et on fait un modèle de machine learning qui va apprendre et qui va ensuite prendre des décisions pour refuser automatiquement les demandes les plus risquées. Donc, on a essayé d'illustrer ça avec des résultats. Donc, le modèle qu'on utilise, c'est anecdotique, mais c'est donc une forêt aléatoire, donc c'est une méthode ensembliste. Et cet algorithme va, en rejetant une faible partie de la production, seulement 3%, éviter 20% de la fraude. C'est des résultats qui sont extrêmement encourageants, sachant que c'est seulement une première version. On va voir ensuite comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Mais on voit qu'en coupant, je répète, parce qu'en coupant 3% de la production, on ne coupe pas 3% de la fraude, mais 20%. Alors maintenant, sur les axes d'amélioration, donc il y en a plusieurs, et on peut les classer en deux familles. D'abord, le modèle de données, c'est-à-dire la manière dont on va représenter les données dans le graphe et dont on va faire notre connexion. On pourrait, par exemple, utiliser quelque chose qui s'appelle le device fingerprinting, qui va être une reconnaissance, une identification unique du hardware ou du logiciel qu'utilise le fraudeur pour créer des connexions entre les données. Sur les noms ou sur les champs textuels, aujourd'hui, on regarde des connexions exactes, mais on pourrait faire du fuzzy matching, c'est-à-dire dire que entre Dupont avec un T et Dupont avec un D, sans mettre une connexion forte, on pourrait mettre des connexions peut-être un peu plus faibles, plus faiblement pondérées, mais qu'on pourrait exploiter aussi. Voilà, donc ça, c'est le premier champ qui va consister à mieux exploiter, à mieux représenter la donnée dans le graphe. Et ensuite, une fois que la donnée est dans le graphe, il y a une partie graph data science, où là aussi, on pourrait faire des choses bien plus sophistiquées en utilisant les algorithmes qui sont mis à disposition par Neo4j, avec PageRank, par exemple, qui consisterait à donner plus d'importance à certains nœuds. Voilà, si un nœud est central, s'il est connecté à tous les autres, on peut lui donner plus de poids. C'est un algorithme qu'utilise par exemple Google pour ordonner les pages web dans le moteur de recherche, ou alors des algos de machine learning plus sophistiqués, graph neural networks, des choses comme ça, où on viendrait directement sur la base graph entraîner des algorithmes. Et beaucoup d'autres choses. Voilà. C'est vraiment un champ qui s'ouvre à nous et qui offre beaucoup de perspectives. Maintenant, je vais laisser Nicolas vous expliquer peut-être un peu plus précisément ce que propose Neo4j et l'apport que ça a eu dans ce projet. Oui, merci Edouard. Donc brièvement, la solution Neo4j, c'est une solution autour d'une base de données d'un type particulier, une base de données graph, qui stocke les données sous forme de nœuds, de relations et de propriétés sur les nœuds et sur les relations. Il y a 4 avantages à utiliser la technologie Neo4j. La première chose, c'est que c'est une base de données qui est industrielle et opérationnelle et qui comprend dans son écosystème le stockage de transactions, donc écriture, lecture, mise à jour, suppression de nœuds et de relations dans la base, mais aussi complété par un plugin analytique, donc la bibliothèque de Graph Data Science. Donc, on aboutit à une architecture qui est hybride, qu'on appelle HTAP, hybride transactionnel analytique. Deuxième chose, c'est qu'on peut calculer en mémoire des traitements graphes très avancés, notamment des algorithmes de graphes qu'on passe à l'échelle, qui sont massivement parallèles et qui sont testés sur des dizaines de millions de nœuds et de relations. Et puis, on a également des capacités de machine learning avec des modèles qu'on peut entraîner à l'intérieur du graphe, en mémoire, et qui utilisent les caractéristiques issues du graphe, comme par exemple un PageRank ou ce qu'on appelle les embeddings, des vecteurs qui résument des nœuds. Troisième avantage, c'est la sécurité, avec le SSO, avec la plupart des systèmes d'authentification et d'autorisation, des VPC dédiés quand on est dans le cloud, mais on peut aussi être on-premise, et puis une gestion fine des rôles et des droits, qu'on appelle le Role-Based Access Control. Enfin, c'est la conformité à de multiples accréditations de sécurité comme SOC de type 2, ISO 27001, etc. et le GDPR. Et la quatrième raison de choisir Neo4j, c'est le passage à l'échelle et la performance, avec des graphes de toute taille et de toute complexité qui peuvent être gérés dans Neo4j. Et le vœu pieux, c'est d'arriver à des performances en écriture où on va avoir une augmentation constante, tout en conservant une latence très faible sur des requêtes en lecture qui vont traverser le graphe de façon profonde, les fameux sauts
dont parlaient Mehdi et Edouard tout à l'heure. Ok, merci Nicolas. Pour terminer, on va vous dire quelques mots en fait, de notre expérience avec Neo4j, donc sur ce projet. Au-delà de la fourniture de la partie logicielle dont Nicolas a parlé, en fait, l'apport de Neo4j s'est aussi situé dans l'accompagnement de nos équipes pour mener à bien ce projet. Donc déjà, dans une première partie d'expérimentation dans laquelle on a pu évaluer l'apport d'une base de données graph pour répondre à notre problématique, qu'on avait pu traiter avec nos bases relationnelles pour montrer la valeur des données, mais on a pu voir que la base de données graph permettait de faire la même chose, sinon mieux que ce qu'on était capable de faire pour modéliser et reconnaître les connexions entre les dossiers. Donc Neo4j nous a accompagnés dans la construction et le design du modèle de données graph qui va évoluer dans le futur au gré des adaptations des fraudeurs, hein, comme l'a dit Edouard tout à l'heure. Neo4j nous a également aidé à écrire les requêtes et optimiser ces requêtes entre le mode étude et le passage en mode industrialisation pour que ces requêtes puissent tourner efficacement en temps réel et rendre la décision dans le temps de réponse prévu. Nous avons apporté beaucoup de support pour l'industrialisation, que ce soit pour les équipes analytiques ou les équipes IT qui ont installé la solution. Et nous ont également aidé dans la prise en main de l'outil de visualisation qui fait partie de la solution Neo4j et qui nous a beaucoup aidé, notamment pour comprendre les modes opératoires des fraudeurs en vue d'écrire les requêtes ou établir les connexions permettant de mettre en évidence les actions des fraudeurs. Cet outil de visualisation nous sera également utile pour suivre en fait, le système qu'on met en place en vue de l'amélioration future. À noter cependant que cette montée en compétences nécessite du temps, de l'accompagnement, de la formation pour les équipes. Le modèle de données graph n'est pas forcément habituel pour des équipes qui sont habituées à travailler avec des bases de données relationnelles, donc ça nécessite un temps d'appropriation et de montée en compétences pour pleinement prendre la main sur la puissance d'une base graph et de Neo4j. Et également tout ce qui est la conduite du changement pour les équipes IT, pour une solution de base de données qui est elle aussi nouvelle par rapport à ce qu'on peut connaître dans l'entreprise. Voilà, donc merci pour votre attention et à bientôt.